Et bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième assaut commenté au fleuret qui oppose cette fois-ci deux Italiens que sont Alessio Focconi sur votre gauche contre Daniele Garroso qui sera sur votre droite. Nous avons donc affaire ici à des tireurs qui font partie de la même nation, qui font partie de la même équipe olympique, qui par conséquent s'entraînent beaucoup ensemble, qui ont peut-être même évolué ensemble et qui se connaissent donc très bien. Autre élément de contexte à évoquer, c'est que nous sommes ici dans une demi-finale de championnat du monde. Ce qui suppose que les tireurs qui vont combattre ici sortent de plusieurs assauts à haut niveau. Il y a donc des facteurs physiques, mais aussi nerveux et mentaux qui vont entrer en jeu. On n'a pas nécessairement la même performance ni la même lucidité en début de compétition qu'en fin de compétition, et cela peut se ressentir sur le jeu des joueurs. Je vous propose donc sans plus attendre de visionner cette vidéo, je vous souhaite donc un très bon visionnage et je vous dis à très vite pour les commentaires. Première action de cette demi-finale avec le départ de Focconi qui s'engage dans une préparation offensive lente, suivi peu après par une accélération au niveau des jambes, d'un battement de six, puis d'un coup lancé qui touche le dos de Garroso. On note ici que la tentative de contre-attaque de Garroso a été provoquée par la combinaison battement sixte et accélération des jambes de Focconi, offrant une ouverture au coup lancé. Nouvelle séquence où l'on peut apprécier les préparations offensives offertes de Focconi qui vont mettre en lumière une ouverture dans la défense de Garroso. En effet, on observe que Garroso répond au premier battement par une parade de sixte. Focconi exécute alors un deuxième battement sixte puis dégage immédiatement dessous en exploitant cette observation et touche ainsi son adversaire sous le bras. D'ailleurs, les actions offertes permettent aussi à Focconi de prendre des informations sur sa distance, lui permettant d'ajuster ses préparations et attaquer au bon moment. C'est un bon moyen d'éviter de faire la marche de trop et de prendre une contre-attaque. Troisième séquence qui donne d'abord lieu ici à une lutte pour le gain de la priorité. Les deux tireurs veulent manifestement ici partir à l'attaque tous les deux, mais c'est Garroso qui aura le dernier mot en étant le dernier à trouver le fer de l'adversaire. Focconi exécute alors des préparations défensives axées sur de nombreuses recherches de fer, larges et sans variation de distance, ce que Garroso exploite par une attaque par dégagement. Sur cette action, Focconi corrige ses préparations défensives en introduisant beaucoup plus de mobilité au niveau des jambes.
Il joue également de la main pour semer le doute chez Garroso, ce qui lui assure une défense solide. Il tente ensuite une attaque sur la préparation pour tester l'arbitre notamment et connaître son interprétation d'une telle touche. L'arbitre peut en effet la considérer comme une attaque sur la préparation, mais il peut aussi y voir une contre-attaque. Or, l'arbitre estime ici que Fauconi a fait une contre-attaque et non une attaque sur la préparation. Ce retour doit servir d'avertissement à Fauconi si cette situation devait se reproduire. Il a en effet tort ici, le point est à Garroso. Il sait maintenant que cette option n'est pas viable sur cet assaut face à Garroso avec cet arbitre. Deux choses à dire ici. On remarque tout d'abord une redondance dans les décisions que Garroso prend en cas d'attaque manquée de sa part. En effet, il tend à partir en remise d'attaque en montant en corps à corps suite à la parade de Fauconi. Celui-ci a d'ailleurs peut-être une solution à exploiter ici, et c'est d'ailleurs ce qu'il fait, mais sans succès puisque sa riposte est mal exécutée après sa parade de cartes. Il commet ensuite l'erreur de reculer, offrant ainsi une autoroute à la remise de Garroso. Je dis erreur car reculer dans une situation comme celle-ci ne vous donnera que rarement gain de cause. Vous ne serez pas en équilibre, vous ne pourrez donc pas vous défendre, et de surcroît, vous céderez la priorité à l'adversaire, qui pourra donc bénéficier d'une autoroute pour vous toucher aisément. Il est plus sûr à ce moment-là de maintenir le statu quo pour provoquer l'arrêt des combats et recommencer une action de zéro. Très belle contre-attaque, très bien amenée par Garroso via ses déplacements. On voit ici qu'il cède gratuitement, entre guillemets, la priorité à son adversaire en cédant soudainement du terrain. Il exécute alors des feintes d'attaque sur les déplacements de Fauconi qui suffisent à provoquer une interruption de sa préparation offensive. Garroso ne choisissant pas de repartir vers l'avant, Fauconi reprend sa préparation avec une marche immense exécutée à très courte distance que Garroso peut sanctionner par une contre-attaque. Garroso a ici créé le désordre dans le jeu de son adversaire en lui imposant un jeu à très courte distance. Notez que la touche précédente présente de nombreuses similitudes et qu'elle a probablement inspiré celle-ci. Fauconi s'est montré fébrile et imprécis dans cette situation où le combat se fait à très courte distance. Peut-être est-ce là la clé du combat, celui qui maîtrisera la distance maîtrisera le match. Alors on voit ici que Fauconi s'en tire bien car la touche précédente a bien failli se reproduire. Garroso malheureusement manque de précision et touche la main, mais on voit que Fauconi dans son action termine carrément en dehors de la cible et risquait donc de se faire toucher par la contre-attaque. Toujours pour les mêmes raisons, très courte distance imposée par Garroso, mauvaise gestion de la distance par Fauconi pendant sa préparation, mais en plus de ça, l'ajout d'un retard du bras par rapport au développement des jambes. On a en plus de ça un gros problème de synchronisation qui empêche Fauconi de placer sa pointe. Belle réaction ici de Fauconi qui marque son troisième point sur une nouvelle attaque offerte. On note effectivement que sur 3 touches qu'il a marquées, les 3 touches ont été marquées par attaque offerte.
Le jeu offert semble lui assurer la maîtrise de la distance et de ses déplacements, c'est clairement le cas ici. Après tout, ces attaques manquées précédemment, qui ont fait le bonheur de Garroso, ont toutes été faites sans action offerte. Il y a peut-être là la solution pour Fauconi pour ne pas se laisser enfermer dans le jeu à courte distance que tente de lui imposer Garroso. Nouvelle séquence où Fauconi tente de surprendre Garroso avec un coup droit précoce mais sans succès. En effet, Garroso est loin, il est sur ses appuis, l'attaque est faite sans préparation digne de ce nom. De surcroît, Garroso est au milieu de piste, il se trouve donc dans les meilleures dispositions pour contrer une attaque téléphonée. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Fauconi fait ici une attaque de parti pris en coup droit, à longue distance. En gros, c'est un cadeau qu'il offre à son adversaire. Une nouvelle fois, Fauconi part à l'attaque mais se fait piéger par Garroso sur la distance. En effet, le bras de Fauconi est en retard par rapport à ses déplacements et la lame de son fleuret se plaque sur l'épaule de son adversaire. Fauconi doit impérativement corriger la coordination entre son bras et ses jambes, ainsi que sa gestion de la distance s'il ne veut pas laisser Garroso s'envoler au score. On retrouve ici une situation déjà rencontrée à deux reprises au cours de cette rencontre. Garroso, comme précédemment, tend à rechercher une remise au corps à corps après une attaque manquée. Fauconi a bien retenu la leçon cette fois et riposte en acceptant le combat au corps à corps et marque ainsi son quatrième point. Il est ici dans une situation qui lui est favorable et Garroso ferait bien de changer de tactique dans le cas où sa première attaque échouerait à nouveau. Retour ici des actions offertes de Fauconi qui semblent de nouveau lui permettre de garder la maîtrise de ses déplacements et de la distance. On observe d'ailleurs qu'il est parfaitement à l'aise au moment d'exécuter son coup droit, malgré les quelques préparations de main de Garroso. On retrouve ici un coup droit très précoce de la part de Fauconi qui atteint directement sa cible. Fauconi avait déjà tenté cette action sans succès précédemment par précipitation. Ça lui avait valu une parade riposte dans le dos. Cette fois-ci, Fauconi a introduit une demi-retraite avant de s'engager sur le coup droit en marche fente. Il a ainsi provoqué une erreur de distance chez son adversaire, il a également changé le rythme, ce qui a rendu possible son succès. Profitons du répit qu'offre ce problème de matériel pour faire un point global. Nous sommes à un score de 7-6 en faveur de Garroso à 1 minute de la fin de la première période. Je rappelle que les assauts à élimination directe tels que celui-ci se déroulent en 3 périodes de 3 minutes chacune, chaque période étant séparée ensuite par 1 minute de pause. Nous avons deux tireurs qui réussissent chacun dans une situation diamétralement opposée.
D'un côté, nous avons Garozo qui domine un combat rapproché, quand de l'autre côté, Fauconi réussit plutôt à moyenne longue distance. L'assaut va donc se jouer à celui qui imposera le mieux à l'autre la situation qu'il favorise. On a pu repérer également des redondances chez les deux tireurs qui peuvent avantager celui qui saura en tirer parti. Nous savons par exemple que Fauconi, en attaque, est dangereux quand il joue au fer, et qu'il est aussi dangereux en défense lorsqu'il se retrouve en situation de corps à corps. Ce qui peut arriver assez souvent puisqu'il défend préférentiellement avec son arme plus qu'avec ses jambes. De l'autre côté, nous avons Garozo qui privilégie un système attaque-remise sur le plan offensif et contre-attaque sur le plan défensif. Système offensif et défensif qui colle très bien en cas d'erreur en combat rapproché de la part de son adversaire. Et on a vu que cela pouvait arriver très souvent, notamment lorsque Fauconi est privé de son jeu au fer. Donc nous avons ici deux systèmes d'attaque et de défense de chaque côté qui sont tout à fait cohérents avec la situation qui les avantage. Donc encore une fois, nous en revenons au même point. C'est celui qui saura imposer la situation qui le favorise à l'autre qui remportera cet assaut. Voyons comment va se dérouler la suite du match. Je vous laisse visionner. Petite erreur dans les déplacements de Fauconi ici qui introduit une grande marche avant de se retrouver dans une distance qui ne lui convient pas. Une distance tellement courte qu'elle permet à Garozo de s'emparer de son fer avant même que l'attaque ne se développe et de le toucher dans la foulée.
Mais que peuvent-ils bien être en train de faire, me direz-vous? Eh bien, se pourrait-il qu'ils n'aient plus envie de se battre? Eh bien, vous ne pensez pas si bien dire, c'est précisément ce qui se passe sous vos yeux, mesdames et messieurs. Pour dire simplement les choses, disons que nous sommes à moins de 10 secondes maintenant de la fin de la première période, et que les deux tireurs d'un commun accord ont décidé qu'ils préféraient en rester là pour cette première période. La raison pour laquelle ils continuent de faire vraiment semblant de se battre en tapotant le fer gentiment, ce n'est pas que pour vous faire rire, mais c'est surtout parce qu'une règle sur la non-combativité en escrime existe, et qu'elle impose entre autres aux escrimeurs d'avoir au moins soit des contacts de fer, soit des actions faites dans la minute sous peine d'être sanctionnés. Bon, on voit que cette règle va certainement être amenée à être changée. Toujours est-il qu'ils sont maintenant en pause, on est à 10 égalité. Les deux tireurs ont donc profité de la pause pour se désaltérer, se reposer un petit peu et peut-être essayer de réfléchir un petit peu à une faille pour enfin essayer de faire la différence sur cet assaut. Donc de ce point de vue-là, chercher la pause stratégiquement se tient, effectivement, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. On va voir ce qui va en advenir. A priori, je n'ai rien de plus à dire par rapport à la dernière fois, on est toujours sur le même principe. Donc sans plus attendre, voyons comment il se comporte et voyons ce qui va devenir. Je vous retrouve à la fin de la vidéo après la victoire. Et voilà, fin de l'assaut. Comme vous pouvez voir, ça a été un peu plus rapide que pendant la première période. On voit qu'il y a eu un gros changement, que la seconde période n'a rien à voir avec la première. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui veut bien expliquer un tel changement en si peu de temps? Et bah c'est très simple, vous prenez Fauconi, vous lui enlevez tous les défauts qu'on a pu lui reprocher pendant la première période, et vous avez Fauconi en deuxième période. C'est-à-dire que là, il a été particulièrement lucide sur la distance, que ce soit en attaque, que ce soit en contre-attaque même, ou que ce soit en parade et en riposte. Il a tout retenu des précédents échecs qu'il y a pu y avoir, là où Garroso, au contraire, est resté un petit peu sur le... Il est resté en première période de son côté. À un moment, on a même vu que Garroso avait plutôt tendance à faire des attaques, comme on dit, au pied levé. C'est-à-dire qu'il avait tendance à faire des fentes très grandes mais très longues avec le bras qui s'allongeait relativement lentement. Trop lentement finalement par rapport au rythme qu'imposait Fauconi, qui du coup parvenait à toucher avant que Garroso ne puisse allumer sa lampe. Donc là clairement, Fauconi était particulièrement lucide, particulièrement présent, il a sorti clairement un gros temps fort et il a réussi à plier le match avec tout cela. Tout ça pour dire finalement qu'il est très important dans un match de bien analyser ce qui se passe, de bien faire attention à beaucoup de petits détails, à repérer les redondances, à repérer les situations qui nous avantagent et qui nous désavantagent, afin ensuite d'adapter les préparations de façon à se mettre dans les meilleures dispositions possibles. Voilà.
Donc je trouvais que ce match était intéressant d'une parce qu'il est très stylé sur les actions faites, on a vraiment ici du beau fleuret. Et aussi justement parce qu'il mettait bien en avant justement cet aspect de la stratégie qui était de comprendre les situations favorables, défavorables et de comprendre comment les provoquer à l'aide des préparations. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a les moindres commentaires, des suggestions, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous en faire part à Romain, à Alex ou à moi-même. Vous avez nos adresses mail, il n'y a pas de souci, on y répondra dès que possible. Et en attendant, eh ben, je vous souhaite une très bonne journée, restez en bonne santé surtout, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.